Aujourd'hui, je vais reprendre le thème de l'identification auquel j'avais déjà consacré quelques vidéos. Ici, je vais traiter cet argument dans la pensée de Lacan en donnant cette fois-ci une vision d'ensemble. Et on va voir que la manière dont Lacan traite l'identification suit un peu le même parcours que celle qu'on a décrite il y a quelques semaines au sujet du stade du miroir. Autrement dit, il y a une première période. Rappelez-vous, concernant le stade du miroir, qui est jusqu'en 1953, où il est axé sur l'imaginaire. À partir de 1953, le stade du miroir est inclus dans le schéma optique, où intervient comme moment très important le registre symbolique. Et à partir du séminaire sur l'angoisse, Lacan va remanier le schéma optique à partir du registre du réel. Et on va voir que c'est le cas également pour l'identification. Et ce n'est pas un hasard si Lacan va consacrer un séminaire sur l'identification, juste après le séminaire sur l'angoisse. Commençons par cette première période qui est jusqu'en 1953, axée sur l'imaginaire. Voyons un peu l'identification là. C'est un moment essentiel du stade du miroir. L'enfant, quand il va se reconnaître, quand il va reconnaître dans l'image reflétée sur le miroir soi-même, eh bien, il y a ce moment de jubilation. Cette reconnaissance est saluée, nous dit Lacan, par un moment de jubilation qui annonce ce processus très important découvert par Freud qui est l'identification. Pour la psychanalyse, l'identification, à ne pas confondre avec l'imitation, est ce processus qui modifie une partie du psychisme. Ce n'est pas seulement imiter des comportements, imiter ce qu'on voit à l'extérieur. Il y a quelque chose de plus qui est une modification. Bien, cette première identification suite à la reconnaissance de l'image reflétée sur le miroir est ce qui va inaugurer la naissance du moi, l'identité. Et comme on l'a souvent dit, ce premier moment de reconnaissance se fond sur un moment précédent où l'enfant voit dans l'image reflétée un autre. Donc le moi est un autre, l'autre est un moi. Et dans les relations avec autrui, cette identité qui s'est formée, le moi qui s'est formé à partir de l'image reflétée sur le miroir, aura une importance essentielle car il pourrait y avoir des moments où le moi s'identifie à l'autre et donc il y a confusion entre moi et l'autre. L'autre peut être moi comme le moi peut être l'autre. Et cette confusion nous fait comprendre qu'effectivement pour Lacan, dès le départ, l'espace entre le moi et l'autre, eh bien, n'est pas toujours délimité d'une manière nette. Il y a tous des moments où cette frontière disparaît ou devient moins évidente. Et là, ça peut être l'occasion d'une tension agressive comme l'occasion d'un moment où dans l'autre, on voit une sympathie ou de l'amour, et donc l'autre, après, fera l'image de l'autre, parce qu'il il s'agit toujours de image. L'image de l'autre sera inclue dans l'image de notre propre moi, qui est à la base constituée par l'identification à une image qui est l'image de soi-même reconnue dans le miroir. Et cette image qu'on reconnaît dans le miroir comme soi-même, c'est une image qui a une importance particulière que Lacan appelait, il reprenait un terme très connu en psychanalyse que Freud avait repris de Jung, qui est l'imago. C'était un concept jusqu'en 1953, l'imago pour Lacan était un concept essentiel. Et c'est premièrement l'imago qu'on reconnaît dans l'image qui a un impact essentiel pour la formation du moi. Ensuite, il y aura d'autres imagos de l'extérieur, d'images d'autres personnes qui vont avoir un impact important
pour la modification du moi, pour l'enrichir, pour former, pour continuer à former le moi. Et cela rappelle Freud, le moi se forme, se constitue petit à petit, avec les rencontres avec d'autres. Mais il y a des imagos qui sont plus importants que d'autres. Les imagos parentaux, le père, la mère, eh bien, ce sont des imagos qui ont une importance essentielle pour la formation du moi. Mais il y aura d'autres, l'imago d'un frère, d'une sœur, d'un professeur, etc. Et en grandissant, par exemple, dans la phase de l'adolescence, où l'identité est remise un peu en crise, il y a une recherche de nouvelles identifications. Et là, un adolescent peut s'identifier à un personnage, un héros, un acteur, et avoir en tête cette image de cet acteur, et avoir cette force de pouvoir affronter, aborder certaines situations difficiles. Et là, répétons, il ne s'agit pas simplement d'une imitation, de vouloir imiter un héros, de vouloir imiter un acteur. C'est grâce à cette imitation qu'il y a cette énergie qui va le porter à faire certains comportements. Donc il y a cette identification qui modifie une partie du moi, qui lui donne une certaine force, et cette image de l'acteur, de l'héros, se dépose dans les images qui ont contribué à former le moi. Voyons maintenant, là, à partir de 1953, quand le stade du miroir est inclus dans le schéma optique, et intervient le registre symbolique pour former, pour finaliser ce processus du stade du miroir. Bien oui, il ne suffit pas seulement de se reconnaître dans l'image reflétée sur le miroir et s'identifier à cette image, il faut également une nomination qui provient de l'autre. Tu t'appelles comme tu es Luc, tu es Marc. Celui que tu vois dans l'image reflétée sur le miroir, c'est Marc, c'est Luc. Bien, cette nomination va participer à l'identification. Alors, qu'est-ce qu'elle va amener ici? Elle va amener deux points importants. Elle participe à l'identité, donc à la formation de l'identité, mais qu'est-ce que cela veut dire? Bien, rappelons ce qu'on disait avant, la délimitation entre l'espace du moi intérieur et l'espace de l'autre peut subir des variations, car il n'y a pas une délimitation précise. Et dans certains moments, cette délimitation peut même disparaître. Alors, les images qui se déposent dans le propre moi à partir de rencontres avec d'autres, dans des moments particuliers où il y a une rencontre avec l'autre et le moi et l'autre se confondent, bien, la nomination est ce qui permet de délimiter, de toujours avoir en tête qu'on n'est pas l'autre. Donc, l'adolescent qui va sortir d'une salle de cinéma où il a vu son propre héros, son propre acteur héros jouer dans un film, il va se identifier et va faire ce que l'acteur faisait, pour croire de pouvoir faire ce que l'acteur faisait, eh bien, il sait toujours qu'il ne se confond pas avec son héros, avec son acteur. Eh bien, voilà que là, c'est la nomination, c'est toujours lui. Mais il y a aussi d'autres effets de cette identification symbolique. Il y a certains signifiants qui se déposent dès qu'on apparaît dans le monde. C'est certains discours du papa, de la maman, qui vont véhiculer certaines mythologies de la famille. Par exemple, voilà, quand tu seras grand, tu feras ingénieur, tu seras ingénieur comme grand-père qui a eu un grand succès. Ben, voilà, ces mots-là, ces signifiants, vont se déposer dans le psychisme de l'enfant et former l'idéal du moi. Et qu'est-ce que cela veut dire? Ben, ils vont déterminer ce que Lacan appelait le sujet de l'inconscient. Qu'est-ce que cela veut dire? En grandissant, l'enfant devenu adulte va, tout en oubliant ces discours, ces mythologies, ces remarques des parents, va s'orienter vers la faculté de l'ingénierie et même avant, avoir tout un intérêt envers toute cette sphère-là de la connaissance. Attention, il peut y avoir aussi également l'effet contraire, vouloir à tout
prix éviter, pour des raisons personnelles, historiques, propres à la famille, se démarquer du grand-père et donc avoir toute une série de comportements qui vont éviter tout ce qui est cette sphère de la connaissance. Et c'est là le sujet de l'inconscient, c'est-à-dire dans ses orientations, aussi dans des actes manqués. Il va peut-être avoir certains actes manqués dans certaines sphères qui se relient à ces signifiants. Passons maintenant à la troisième forme d'identification qui apparaît, je disais, à partir du séminaire sur l'angoisse. Quand Lacan donc, va reprendre le schématique, et donc le stade du miroir, mais il va remanier ce schématique à partir du réel. Et le réel, en quoi il consiste, j'avais déjà consacré il y a quelques semaines une vidéo à ce sujet, c'est le manque, c'est l'objet qui cause le désir. Et là, Lacan va trouver une période de l'enfance où chaque enfant, que ce soit la petite fille ou le petit garçon, passe à travers un moment où il y a une identification au manque de l'autre. Et là, il s'agit du manque de la mère, c'est-à-dire que le petit garçon, la petite fille, va chercher ce qui peut plaire à la mère pour combler le manque de la mère, pour satisfaire la mère, pour donner du plaisir à la mère. Ce manque, c'est l'identification au manque, que Lacan appellera identification au phallus. À ce qui manque à la mère, ce qui peut donner du plaisir à la mère. Et ce sera l'intervention du père, et là commence pour Lacan le complexe d'Édipe, qui va faire une coupure, et donc intervenir dans cette identification pour enlever cette identification. Ce qui va rester, c'est toujours cette possibilité au niveau de quoi? De l'activité fantasmatique. Et donc, cette troisième forme d'identification se relie donc au manque, au fantasme. Ce qui va constituer le fantasme d'une personne à des moments précis. Il peut s'identifier à ce fantasme, que ce soit envers l'autre, que ce soit envers soi-même, dans des cas, par exemple, de la clinique. Faisons un exemple de la clinique. Une personne qui a comme fantasme l'objet anal et se trouve dans une situation de rejet par l'autre, il va s'identifier à ce déchet qui est l'objet anal et vouloir se jeter par la fenêtre. Et là, il y a une identification au déchet, à l'objet anal. Et voilà, on pourrait continuer avec plusieurs exemples dans le domaine de la clinique, et cela vaut pour les deux autres types d'identification. Et bien voilà, à la prochaine vidéo. Au revoir.